Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable AWS Paris Summit 2025. Et j'espère surtout que vous apprenez plein de nouvelles choses durant cette journée. C'est aussi l'objectif de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et pour préparer ce summit, j'ai appris plein de nouvelles choses. Notamment, selon une étude de Gartner, pas plus récente que le mois dernier, 60% des projets d'IA vont être abandonnés faute de données adaptées à l'intelligence artificielle. 60%. C'est énorme. Eh bien, bienvenue dans la session qui vous placera dans les 40% de ceux qui réussiront. Vous allez réussir grâce à une plateforme de RAG industrialisée qui va transformer vos données brutes en un avantage concurrentiel mesurable. Je me présente, je m'appelle Adrien Lebré, je suis architecte de solutions dans les équipes d'AWS France et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné d'Emmanuel Schmitt, qui est à la tête des architectes Startup France et Europe du Sud, et d'Edouard Lagrue, Group AI and Robotics Product Manager chez Bureau Veritas. Alors, pour préparer cette session avec Emmanuel, on s'est dit quelles sont les questions que nos clients se posent depuis l'essor de l'IA générative. Combien ça coûte? Quel modèle choisir? Comment sécuriser mes données? Comment m'assurer de la précision de celle-ci? Eh bien, on va tenter de répondre à l'ensemble de ces questions par le biais d'une approche RAG. Et pour maîtriser le RAG, il faut d'abord le découvrir, mais aussi l'implémenter, le contrôler, l'améliorer et surtout l'industrialiser. Et Bureau Veritas nous expliquera comment ils ont pu faire ce passage à l'échelle de leur chatbot Jules. Pourquoi le RAG en 2025? C'est une très bonne question parce que aujourd'hui, pour personnaliser un modèle, et déjà c'est l'étape 0, choisir le modèle. Pour le personnaliser, il y a plusieurs approches. Et j'aime beaucoup cet éventail parce qu'il donne sur la gauche le prompt engineering, quelque chose de très simple, très basique, mais surtout très facile à implémenter. Ensuite, on a le RAG, pour Retrieval Augmented Generation, qui est l'objectif de cette session. Le RAG, c'est tout simplement prendre vos données propriétaires et les ajouter en tant que base de connaissances au modèle sans réentraîner quoi que ce soit. Plus j'avance sur la droite, et on a l'affinage, le fine-tuning pour que ça réponde plus précisément à votre use case, mais également le pré-entraînement continu. C'est un fait, plus on se dirige vers la droite, et meilleure sera la qualité des réponses. Mais qu'est-ce qui augmente également? La complexité de l'implémentation, le coût et également le temps. C'est pour ça que j'aime bien cette slide, parce qu'elle pose le RAG dans une position stratégique du milieu, où justement il y a l'équilibre parfait entre temps d'implémentation et qualité des réponses. Alors vous vous dites, Adrien, ça fait quoi? 3 minutes que tu parles, tu ne m'as toujours pas expliqué ce qu'était le RAG. C'est vrai. Alors le RAG, c'est la génération augmentée de récupération. Je vais dire en anglais pour le reste de la session, Retrieval. L'objectif déjà, c'est d'ajouter une base connaissance d'entreprise. Donc ça peut être vos données financières, ça peut être des processus de documentation, et j'en passe. Mais l'idée, c'est qu'on puisse ajouter vos documents au prompt initial. C'est la partie augmentation. C'est comme si vous allez à un examen, certif AWS par exemple, et vous arrivez avec les réponses, un livre de référence, et en fait vous allez utiliser ce livre plutôt que d'utiliser votre mémoire. C'est ça la partie augmentation du RAG. Et justement, G, c'est générative, dans le sens où vous allez utiliser la puissance des LLM combinée au prompt enrichi pour avoir la réponse qui convient le mieux à votre besoin. Et en fait, ce qui rend le RAG très puissant en 2025, c'est que vous êtes maître de vos données, mais surtout, vous réentraînez rien. Et c'est ça qui est assez intéressant avec le RAG, parce qu'il répond également à des challenges. Ces défis, ces challenges intrinsèques, je suis certain que vous y avez déjà fait face. Les hallucinations. À la différence des Amazoniens, il a peur de dire qu'il ne sait pas et il peut halluciner, dire des bêtises. Et surtout, des fois, les données d'entraînement des LLM sont plutôt incomplètes, dans le sens où c'est des entraînements finis, 2024 par exemple. Alors certains me diront, Adrien, avec les agents aujourd'hui, on peut faire de la recherche sur le web. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'objectif de cette session. L'objectif, c'est aussi d'expliquer comment on peut le personnaliser. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le RAG est une solution
courante chez nos clients et surtout, c'est devenu un modèle industriel que nos clients utilisent depuis l'essor de l'IA générative. De même, toute la partie composants qu'on va décrire avec Emmanuel par la suite, c'est ça qui rend aussi le RAG très intéressant cette année. Alors, pour finir, je voulais mettre en lumière ce mème qu'on a vu sur LinkedIn, qui met en lumière quelque chose qu'on voit de plus en plus dans notre industrie. Le fait qu'on annonce une mort technologique. Alors, ça fait quand même depuis 2023 qu'on annonce la fin du RAG. Et à chaque fois, c'est corrélé avec l'augmentation de la fameuse context window. Vous savez, la fenêtre de contexte, c'est-à-dire le nombre de tokens que peut avoir un prompt en entrée. 2023, Anthropic Claude annonce 100 000 tokens. L'année d'après, 1 million. Cette année, 2 millions. Alors, la réalité du marché, elle est totalement différente, parce qu'en 2025, tout le monde utilise le RAG, parce que déjà, une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens, enfin moi ça me fait rire, mais 1 million de tokens, c'est quoi? C'est 1500 pages de documents. Alors oui, c'est énorme, 1500 pages de documents, c'est beaucoup, mais peut-être pour un POC, ou pour un POC ou une démonstration. Mais face aux pétaoctets de données que nos clients ont, c'est petit. C'est pour ça que le RAG est devenu une solution courante en 2025 et risque de perdurer les années précédentes, parce qu'en fait, c'est le parfait équilibre entre c'est facile d'implémentation, c'est agile, et justement, c'est d'un point de vue économique, vous allez pouvoir utiliser votre vaste corpus de données d'entreprise. C'est comme si vous voulez en même temps pouvoir interroger aussi bien vos bases de données clientèle, les documents de process, les analyses financières des 10 dernières années. On ne parle pas de 1500 pages, on parle bien de millions de pages. Je vais maintenant laisser la main à Emmanuel parce que, OK, on a découvert, mais comment on implémente le RAG sur Amazon Bedrock? Merci Adrien. Donc on a vu le pourquoi. L'idée de la section suivante, c'est de voir comment on fait et finalement comment on construit une application RAG. C'est quoi l'architecture qui est derrière en reprenant les principes de Retrieval Augmentation Generation. Et ensuite de voir comment on peut le faire sur les services AWS de la plus simple des manières. Donc en fait, avant de faire du RAG, il faut d'abord charger vos données dans un data store. Et le data store de choix pour faire du RAG, c'est une base vectorielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le RAG est basé sur une recherche sémantique, donc la proximité de termes ou de phrases. Donc si on prend par exemple un RAG où je vais demander quels sont les investissements d'AWS dans les data centers sur les 10 dernières années, sur la base de nos déclarations financières. On veut que ça retourne les achats en serveur, le CAPEX, enfin des données qui sont proches, des sens qui sont proches. Et donc ça, la recherche vectorielle le permet. Donc il faut charger cette base-là et transformer vos documents quelque part en vecteurs. Donc comment on fait ça? En fait, il y a deux principales étapes. La première, c'est prendre tous vos documents et les découper en morceaux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du chunking. Alors là, vous avez plein d'options possibles. Du chunking très basique. Vous saucissonnez votre document en tranches de 300 ou 400 termes. Vous perdez en pertinence de ce faire. Et vous avez plein d'autres stratégies, type chunking hiérarchique ou sémantique. Vous allez conserver le sens de la phrase ou du paragraphe. Donc il y a déjà plein d'options. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce chunking-là, il faut les transformer en vecteurs. Et on utilise pour ce faire des modèles de fondation qu'on appelle des modèles d'embeddings. Et là aussi, vous avez le choix sur les différents modèles. Donc vous n'avez pas commencé à faire du RAG, vous avez déjà plein de choix. Ensuite, on va reprendre les différentes étapes du RAG. Donc, imaginons que je pose cette question, quels sont nos investissements sur les 10 dernières années dans les data centers? On va envoyer la question au LLM qui va inférer les éléments qu'on doit retrouver dans notre base vectorielle et transformer les éléments qu'on veut retrouver en vecteurs pour matcher avec nos informations. Les résultats sont retournés, les sources ainsi que le contenu, et tout ça est passé
au modèle de fondation pour générer la réponse avec les sources associées. Un point important de l'amélioration des RAG, c'est qu'on voit de sourcer les informations permet d'augmenter fortement la confiance des utilisateurs. Donc ça, c'est les différents patterns et l'architecture d'une architecture RAG. Comment on fait ça sur les services AWS? Le service de fondation, c'est Amazon Bedrock, qui est notre service qui offre la consommation de différents modèles, que ce soit first party comme Amazon Nova ou third party comme Anthropic Claude ou Mistral, je crois, depuis ce matin, sur le nouveau modèle. Ça permet de répondre à une équation qu'on retrouve toujours dans toutes les solutions d'IA générative, qui est finalement le bon choix du modèle qui va répondre à la latence, la pertinence et le coût de use case auquel on cherche à répondre. Il permet l'utilisation de vos données. On va voir comment en simplifiant l'architecture qu'on a vue précédemment, de manière sécurisée. Et enfin, on est en 2025, donc ça permet aussi de faire la même chose avec des agents, que ce soit des agents simples de type function calling ou de l'orchestration de plusieurs agents pour réaliser des tâches, y compris la possibilité de consommer les données qui sont dans vos vector stores dans le cadre du fonctionnement des agents. Amazon Bedrock offre une feature qui s'appelle Amazon Bedrock Knowledge Base, donc on retrouve les différentes étapes, et l'approche est la suivante. Ça simplifie le chargement de vos données, que ce soit dans les stores existants ou vous droppez vos documents dans un bucket S3 et ça permet le chargement de cela, en prenant tous les paramètres par défaut qui vous permettent d'obtenir des bons résultats sans trop de contraintes. Et ensuite, il offre également la possibilité d'orchestrer finalement ce retrieval augmented generation en vous offrant du templating de prompt. Par exemple, vous voulez contrôler certaines choses, les éléments qu'ils retrouvent et comment ils sourcent les différentes données. Donc vraiment, on a simplifié la façon d'implémenter l'architecture précédente. Au centre, on a le choix de différents vector stores. Donc Amazon Bedrock, par défaut, arrive avec un certain nombre de bases de données vectorielles, que ce soit Amazon OpenSearch Serverless ou PostgreSQL, avec l'extension pgvector, mais également des bases NoSQL comme MongoDB ou Redis, ou des bases vectorielles nativement comme PyCon. Et enfin, un point important, Amazon Bedrock Knowledge Base vous permet aussi d'utiliser vos data stores existants, en générant les vecteurs dans ces data stores-là. Si je prends un exemple simple, vous avez peut-être un OpenSearch service déjà existant pour de la recherche texte plein. Vous pouvez générer les éléments vectoriels dans cette base-là et les consommer au travers de Knowledge Base. Donc on a vu vraiment très basiquement comment implémenter ces différents éléments-là, et Adrien reviendra un petit peu sur ce qu'on offre pour faciliter la suite de cette architecture. Mais ce qu'on voit, c'est que nos clients, ils ont besoin d'être en contrôle de ces éléments-là. Et finalement, ce qui fait qu'un déploiement RAG à l'échelle fonctionne, c'est qu'ils ont confiance dans ce que le système renvoie en termes de sources de données ou en termes de ce qui est affiché aux différents utilisateurs. Et le contrôle, ça passe en premier par la confiance dans ce qu'on fait. Donc si je reprends un peu les fondamentaux d'Amazon Bedrock, ça suit les principes de tous les services AWS. C'est-à-dire, aucune donnée n'est utilisée pour entraîner des modèles first party ou third party, ça reste vos données. Tout est chiffré au repos ou en transit, et l'interaction avec le service se fait au travers d'un lien sécurisé au VPC endpoint. Et enfin, on offre un certain nombre de conformités à des régulations ou des frameworks classiques standards du marché, comme la RGPD, SOC ou IPA dans le monde de la santé. Le deuxième challenge que nos clients cherchent à résoudre pour passer à l'échelle, c'est maîtriser le risque d'hallucination, qui reste important, et donc le risque d'image que ça peut impliquer. On ne veut pas, par exemple, qu'un chatbot provoque un problème de leakage de données ou d'hallucination. Premier point, un ensemble de modèles de plus en plus importants offrent déjà des garanties de sécurité parce qu'ils implémentent des principes de responsible AI.
des principes fondateurs, comme c'est le cas pour Anthropic Claude, par exemple. Et donc, ça veut dire quoi? Si vous regardez les modèles quand ils sont publiés, ils viennent avec une scorecard. Et dans ces source cards, vous avez une partie sécurité et AI responsable. Claude, par exemple, va vous répondre sur la question quelle est la recette de la tarte à la pomme. Il ne va pas vous répondre sur la recette d'une bombe, par exemple. Donc ça permet d'implémenter des premiers principes responsables. Les deuxièmes éléments, c'est comment vous pouvez implémenter des garde-fous, des guardrails en bon français, pour vous permettre de maîtriser finalement ce que le RAG produit. Donc on a regroupé tous ces contrôles sur la feature qu'on appelle Amazon Bedrock Guardrails. Alors comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça fait? Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est intégré dans Bedrock, mais vous pouvez appeler ces guardrails-là sur ce qui est généré en sortie d'un LLM de manière également autonome. Et on va appliquer les guardrails à la fois sur l'entrée, mais également sur la sortie du modèle. Et on va voir que ça a un certain intérêt. Donc sur les différents contrôles, du plus simple au plus compliqué, on va pouvoir interdire des mots pour éviter des éléments toxiques, par exemple. On va pouvoir interdire des sujets qui vont être inférés par le modèle. Donc là, par exemple, vous ne voulez pas que votre RAG parle de votre compétiteur direct. On peut filtrer le contenu qui est sorti pour éviter d'avoir des tentatives de jailbreak du modèle ou des informations personnelles identifiables. Et deux sujets plus proches du RAG, un avec un nom un peu barbare, donc qui est la vérification de l'ancrage contextuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le guardrails va vérifier les sources et ce qui est le contenu qui est produit par le modèle. Donc en sortie, ça s'applique qu'en sortie. On va prendre ce qui a été généré, les sources associées, et le modèle va lui-même réinterroger les sources pour s'assurer qu'il y a un match entre ce qui est dit, et vous pouvez définir le pourcentage de confiance de ce match-là. Donc dans un système RAG, c'est hyper utile, parce que vous pouvez fortement augmenter la pertinence des résultats et le sourcing des informations. Un dernier qui est en preview, donc, qui s'appelle Automated Reasoning. J'essaie même pas de traduire. C'est un champ en fait mathématique et computationnel qui est dédié à valider la façon dont un système fonctionne. Donc c'est un champ qui est beaucoup utilisé, par exemple, pour le test de système. Il y a un papier sur Internet que je vous recommande sur S3 et la migration des storage nodes de S3. Et on explique comment on a utilisé l'automated reasoning pour valider qu'S3 fonctionne comme prévu. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas de RAG? Eh bien, on va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir valider les règles que cite le modèle ou qu'il l'utilise. Cas classique, vous êtes un assureur, vous avez un ensemble de contrats avec des clauses. Vous pouvez donner ça à Bedrock qui va inférer les règles que vous pouvez vérifier. Et ensuite, on va tester les sorties par rapport à ces règles. Donc, imaginons que vous mettez à disposition un chatbot à vos assurés. Je veux vérifier mon niveau de couverture par rapport à mon contrat. Le RAG me sort une réponse sur mon niveau de couverture pour l'achat de mes nouvelles lunettes, par exemple. On peut vérifier ça par rapport au contrat que j'ai et à la nature du contrat que j'ai. Donc on voit aussi que là, on augmente fortement la pertinence et la qualité de votre système. Tous ces éléments-là, ce n'est pas des choses à appliquer. N'appliquez pas la longue liste des guardrails. Ce qui est important, c'est de voir en fonction de vos use cases et de la sensibilité de ce que vous faites, ce qui est intéressant pour vous d'appliquer et d'explorer. Et maintenant, Adrien va aller plus loin sur finalement des éléments qui permettent d'augmenter la pertinence de vos résultats. Merci beaucoup, Emmanuel. Découverte, implémentation, contrôle, mais quid de l'amélioration? Quelles sont les nouveautés en 2024-2025 sur le RAG et surtout autour de Amazon Bedrock Knowledge Base? Alors Emmanuel a très bien cité deux challenges, notamment l'hallucination qu'on citait en tout début, mais concernant la précision, c'est vraiment le challenge de 2025. Comment j'améliore la précision du modèle, de ma plateforme RAG et surtout sa performance? Alors, pour ce faire, il y a plein de nouveautés. Vous avez vu derrière moi cette slide proposée par Emmanuel, c'est l'architecture de RAG classique. Si on essaye de partir en 2025, donc cette année, comment on peut l'améliorer? Je vous la remets.
J'ai travaillé mes animations. L'idée, comme on peut le voir, il y a une partie Vector Store et surtout GraphRag. Alors j'aimerais bien rentrer dans les détails, mais l'idée c'est qu'on puisse relier vos documents entre eux. Dans 45 minutes, il y a une superbe session avec le retour d'expérience de la start-up française Letria qui explique comment améliorer la précision d'un chatbot de 35% grâce au RAG. Donc restez dans l'amphithéâtre bleu. Mais il y a plein d'autres nouveautés autour du RAG, et il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est le Real-Time Sync. Alors aujourd'hui, nos clients, comment ils faisaient? Comment je m'assure que mes documents soient vraiment à jour? Donc pour m'assurer de ça, qu'est-ce qu'on fait? On déchargeait la base de données vectorielle, on chargeait la nouvelle, on chargeait, déchargeait. Enfin bref, c'était une problématique pour nos clients. Maintenant, grâce à Amazon Bedrock Knowledge Base, c'est possible de faire du real-time sync. Et vraiment, pour des environnements changeants comme vos entreprises, s'assurer qu'on soit à la dernière norme, par exemple, c'est super important en 2025. Une autre feature, en plus du GraphRag et du real-time sync, c'est le traitement multimodal des données. Le document derrière moi, je suis certain que dans l'audience, vous avez des PDF qui ressemblent à ce type de document. Beaucoup de texte, du tableau, des images, des graphiques. Maintenant, grâce à Amazon Bedrock Knowledge Base, c'est possible de faire du traitement multimodal des données. Et ça, c'est vraiment un avantage que vous allez pouvoir ajouter à votre plateforme de RAG industrialisée, dans le sens où maintenant, quand vous allez interroger votre modèle, quand on lui demandait la source, avant, c'était beaucoup, ça mettait un crochet avec où se situe la réponse dans le document. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir faire de la recherche sémantique encore plus précise, parce qu'on va avoir une capture d'écran du graphique où se trouve la réponse. Et je trouve que cette nouveauté permet drastiquement d'améliorer la précision des modèles. GraphRag, traitement multimodal des données, synchronisation en temps réel. Et si maintenant on l'évaluait? Alors, pour évaluer le RAG, Amazon Bedrock Knowledge Base a une manière assez élégante de pouvoir expliquer comment évaluer le RAG, c'est en implémentant un LLM as a judge. Alors, je vous invite à prendre en photo le QR code. Je ne peux pas être plus récent que cette information, car le blog date de vendredi dernier. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il rentre encore plus dans les détails que ce que je vais le faire dans les 30 prochaines secondes, dans le sens où il y a, en résumé, 5 étapes où, en fait, de base, quand on évaluait un modèle, on avait nos propres jeux de données, jeux de questions, on testait, on regardait la réponse avant de l'industrialiser. Maintenant, c'est possible de le faire automatiquement. Et ça permet justement, en insérant vos données et en mettant en place un LLM as a judge, vous allez pouvoir regarder des métriques qui vous intéressent, comme la toxicité, tout ce qui est en lien avec l'IA responsable, la véracité des données, et aussi voir si vos guardrails fonctionnent, les guardrails qu'Emmanuel a très bien expliqué juste avant moi. Et enfin, vous allez pouvoir comparer ces tâches et aussi voir les résultats en quelques clics. Et ce qui est intéressant avec l'évaluation RAG sur Amazon Bedrock Knowledge Base, c'est qu'on peut justement checker les différentes métriques d'évaluation, que ça aille de la couverture du contexte à la pertinence de celle-ci, son exactitude, la confiance, pertinence, toxicité, et j'en passe. Pour finir sur cette architecture RAG en 2025, j'ai cité plein de nouveautés, et il y en a une aussi pour améliorer la précision. Quand vous faites une recherche sur Internet, il y a les 3 ou 5 premiers résultats qui arrivent. Maintenant, grâce à Amazon Bedrock Knowledge Base, il est possible de faire ce qu'on appelle du re-ranking. Alors le re-ranking, ça peut faire peur quand on voit ça, mais l'idée, c'est qu'on puisse accorder une importance à un document que vous allez pouvoir entraîner mais plus ajouter votre base de données vectorielle. Donc l'idée, voilà, en plus vous prenez plein de photos, c'est génial. Voici une architecture RAG en 2025 avec de l'évaluation, du real-time sync, de traitement multimodal des données, GraphRag, et aussi du re-ranking. Maintenant qu'on a amélioré notre modèle, il est temps de passer à l'industrialisation.
Et j'ai le plaisir d'avoir Édouard Lagrue qui va nous faire son retour d'expérience sur le chatbot mis en place par Bureau Veritas Jules, que j'ai eu la chance de voir grandir durant un an et demi maintenant. Donc merci à tous. Hop. Merci Adrien. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi de présenter avec Adrien et Emmanuel ce qu'on fait chez Bureau Veritas au niveau du Generative AI. Donc, je m'appelle Édouard Lagrue, je suis responsable des développements IA et robotique au sein de Bureau Veritas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du RAG dans notre entreprise. Mais d'abord, je vais commencer par Bureau Veritas, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont juste vaguement vu le logo, tiens, ça me dit quelque chose. On évolue dans ce qu'on appelle l'industrie du TIC, test, inspection, certification. Très connu pour la certification, le plus gros de notre travail, c'est l'inspection. Pour faire simple, on vient vérifier des choses. On vient vérifier des choses par rapport à une base réglementaire. Bureau Veritas a bientôt 200 ans. On a commencé avec l'activité de la marine, s'assurer que les bateaux sont en condition de naviguer pour permettre aux assureurs d'assurer les bateaux et d'avoir une meilleure visibilité. Donc on a commencé tout de suite en étant cette troisième partie de confiance entre différents acteurs. Et c'est clairement notre mission, donc façonner un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Ça fait un peu une phrase bateau, parce qu'aujourd'hui, on prend la confiance pour acquise. Donc, vous êtes assis sur une chaise avec un bout de bois ici. Vous n'allez pas vous manger une écharde. L'infrastructure dans laquelle on est assis, elle ne va pas s'écrouler. Et tous les matériaux qui sont autour de nous, ils ne sont pas toxiques. Et ça, c'est parce qu'il y a un acteur comme Bureau Veritas qui a travaillé avec tous les partenaires qui ont fabriqué tout ça et qui a certifié le fait que rien n'est dangereux pour nous. Et c'est cette importance de confiance qui va justement justifier tout ce dont je vais vous parler au niveau du RAG et la qualité de notre travail. Donc vous pouvez le voir, on travaille dans tous les types d'industries. Donc il n'y a pas une chose, donc soit un process, une infrastructure ou des produits qu'on ne va pas certifier. Donc on est présent partout dans le monde. On est plus de 83 000 employés. Et ça pose des problèmes de déploiement de nouvelles solutions. Mais dans les challenges auxquels on fait face, c'est supporter la croissance, améliorer notre efficacité et surtout assurer la qualité. C'est de la qualité que naît la confiance qu'on fournit à nos clients. Bon, bien sûr, il y a eu le gros boom du Gen AI et on s'est dit, voilà, pour supporter cette croissance, un monde qui est de plus en plus complexe et assurer la qualité de ce qu'on fait, comment on va pouvoir venir supporter nos 83 000 experts qui vont venir fournir ces services à nos clients. Et on a vu l'opportunité, avec le Gen AI, de recruter 83 000 assistants qui allaient pouvoir fournir un support à nos employés. J'ai eu l'occasion de parler avec Station F lors d'un événement AWS il y a quelques mois de ce qu'on avait mis en place au sein de Bureau Veritas. Adrien m'a dit tiens, si on faisait un peu lors du summit la même présentation, en fait, tu pourras réutiliser tes slides. Pas de bol, ça évolue tellement vite que tout est devenu obsolète dans ce que j'avais présenté à l'époque. Mais déjà, on parlait de l'année 2023 comme l'année du prototypage des solutions de Gen AI, l'année de la mise en prod avec du RAG en 2024, et 2025, bien sûr, on se focus sur l'agentic. Mais comme l'a dit, le RAG est mort, longue vie au RAG. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le RAG a de beaux jours devant lui. Alors, on a mis en place Jules, l'assistant de Generative AI. On est parti sur les modèles anthropiques pour la question de guardrails, la qualité des résultats, s'assurer qu'on ne sorte pas des clous dans les résultats qu'on a donnés. On l'a appelé Jules en référence à Jules Verne, qui a cité Bureau Veritas dans ses livres, notamment 20 minutes sur les mers, pour la qualité du travail de Bureau Veritas. Maintenant, il ne s'agit pas juste de poser la technologie sur la table et de demander à tous les collaborateurs de l'utiliser. On a travaillé aussi sur adapter la technologie aux utilisateurs, donc avoir une interface et des options qui correspondent aux attentes de nos collaborateurs, et aussi tout l'aspect confidentialité. Donc on travaille avec de la régulation qui est publique, mais aussi pas mal de documentation qui est interne, et on voulait garder la main justement sur tout cet aspect confidentiel des données, pour travailler en toute confiance. Et de la même manière, il a fallu entraîner, acculturer nos utilisateurs à la Generative AI. Bien sûr, il y a pas mal de possibilités que débloque la Generative AI, mais aussi beaucoup de contraintes, et on parlait d'hallucinations, je reviendrai là-dessus, et la question de qualité qui est primordiale au sein de notre activité.
Donc on était déjà très fiers à l'époque d'avoir plus de 3500 conversations par jour, 1300 utilisateurs et 11 000 utilisateurs uniques. Mais quand on revient à aujourd'hui, eh ben, on est beaucoup plus loin, on a quasiment fait un x2 là-dessus. On a plus de 21 000 utilisateurs uniques, 3 000 utilisateurs quotidiens, plus de 3 000, plus de 7 000 conversations par jour. Quand on fait la multiplication, on est à plus de 70 millions de tokens consommés, ce qui fait de nous un des plus gros consommateurs en France de Generative AI. Et c'est le reflet de l'adoption et de l'impact qu'a eu cette technologie dans nos métiers. Maintenant, aujourd'hui, la session elle porte sur le RAG. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le RAG est si important pour Bureau Veritas. Donc, encore une fois, maintenant vous avez compris notre cœur de métier. On se base sur des années réglementaires et régulatoires qui évoluent. Et l'idée, c'est de ne pas écraser nos ressources et nos collaborateurs avec cette lourdeur de corpus qui est de plus en plus complexe, évolue en termes de quantité et a une fréquence qui est de plus en plus rapide. Donc, encore une fois, on parle beaucoup de fine-tuning. Donc, dans le graphique de Adrien, donc, on a le prompt, le RAG et le fine-tuning. On ne voit pas du tout l'intérêt de réentraîner un modèle avec une base documentaire qui sera obsolète quelques semaines plus tard. Donc, le RAG, c'est le parfait compromis par rapport à nos attentes. L'idée, c'est de supporter et d'élever nos collaborateurs avec cette technologie pour leur permettre d'accéder plus rapidement à l'information utile parmi un vaste corpus de documents, de répondre rapidement aux demandes des clients. Lorsqu'on est sur un chantier de construction qui a une question très technique et qui bloque tout le chantier, on a besoin d'avoir une réponse claire, précise et surtout de qualité. C'est une chose à laquelle on ne fait pas de compromis, c'est la qualité des réponses. Ce qui peut porter atteinte quand on utilise du Generative AI, donc on a parlé d'hallucination, de confiance envers le modèle, et il y a pas mal de choses à mettre en place pour s'assurer que cette technologie vient apporter quelque chose et pas diminuer la qualité du travail qu'on fait chez Bureau Veritas. Donc, on a mis pas mal de choses en place. Encore une fois, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Il y a des choses qui sont maintenant directement disponibles dans Bedrock. Bedrock qui a été une plateforme superbe pour scaler, pour pouvoir tester d'autres modèles et pas avoir cette question de technologie à prendre en compte, mais plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Dans les choses qu'on a développées, maintenant c'est disponible, mais l'ingestion automatique de documents, l'idée d'avoir des administrateurs qui s'assurent que les documents sur lesquels les collaborateurs travaillent sont à jour et de vigueur. Comme ça, il n'y a pas besoin d'aller vérifier à chaque fois est-ce que mon information est de confiance et passer trop de temps à la vérifier. Pareil, on parlait de l'ingestion des documents, donc le découpage, donc, le méchant mot de chunking. On ne peut pas se permettre, dans les documents très techniques, où il y a des structures spécifiques, de couper aléatoirement ou bien de manière régulière les mots. Pareil, on a des grands tableaux qui sont assez complexes, donc ce n'est pas juste ligne-colonne, il y a des sous-groupes, des cellules qui sont fusionnées, et l'idée c'était d'avoir un chunking plus intelligent qui permette de découper et de ne pas masquer l'information utile. Donc quand on prend un tableau qui fait plusieurs pages sur un PDF, on veut toujours garder ligne et colonne pour savoir de quel champ on parle, par exemple. Quand je parle de ces documents-là, on parlait de la fenêtre de contexte aussi, qui peut aller à plusieurs millions. On travaille sur des documents qui font plus de 3000 pages et des corpus qui font des centaines et des centaines de documents. Donc, encore une fois, c'est super d'avoir une fenêtre de contexte plus grande, mais on aura toujours besoin du RAG, notamment au sein de notre activité. Les questions de température, bien sûr, on ne veut pas de créativité, comme on l'appelle, ou d'extrapolation, d'hallucination. Et une partie qui est très importante, vous avez vu tous nos secteurs d'activité, c'est de travailler avec nos experts pour s'assurer de la qualité du RAG qui est mis en place. Donc, on a toujours ces processus itératifs où on va venir poser des questions, regarder comment on peut agir au niveau du prompting ou au niveau de la stratégie de chunking. Et encore une fois qu'on a livré la solution, l'idée c'est de réduire aussi le gap de vérification, de faciliter la vérification de l'information par l'expert qui utilise. Donc on va pouvoir permettre à l'expert de retrouver rapidement une information, mais avec les sources. Donc quand on a commencé à travailler là-dessus, il n'y avait pas encore toutes les sources dans tous les modèles qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Et donc c'était très important pour nous de pouvoir retrouver la source de l'information dans le document de 3000 pages et pas avoir à scroller ou à faire du contrôle F. Et de la même manière, on a des outils pour consulter les règlements et d'avoir le lien. Donc en un clic, on peut se retrouver dans le contexte du document d'où a été extrait l'élément de réponse pour s'assurer de la qualité de l'information qu'on va soit utiliser en interne, soit transmettre à notre client. Donc, pour l'industrialisation, sur 83 000 personnes,
on a mis en place ce qu'on appelle l'assistant studio. Donc, on a permis à chacun des collaborateurs de créer son assistant avec son pré-prompt, des documents contextuels ou une knowledge base, donc son propre RAG. Donc, chaque corps de métier, qu'il soit niche ou un peu plus grand, chaque utilisateur peut venir et intégrer ces documents dans un assistant, dans des tâches récurrentes. Donc, par exemple, j'ai souvent des documents qui viennent d'un client. Je dois vérifier la conformité par rapport à de la régulation. Eh ben, je upload ma régulation, j'ouvre mon assistant, je drag and drop mon nouveau document, et ça fait une première revue avec tous les éléments que je dois considérer. Cet assistant, il est aussi partageable, donc avec n'importe lequel de nos collègues, et donc ça fait qu'on démocratise le RAG au sein du Bureau Veritas pour laisser la main à chaque utilisateur de pouvoir créer son environnement et de bénéficier de la Generative AI sur nos documents. De la même manière, lorsqu'on a des corps de métier, je reprends l'exemple de la marine, on met aussi en place des assistants officiels. La notion d'assistant officiel, ça permet d'avoir un corpus qui est mis à jour par un administrateur pour déplacer la complexité, de s'assurer que tout est toujours mis à jour. Donc, du jour au lendemain, il y a une nouvelle régulation. Ben, on sait que quand on va ouvrir l'outil et qu'on va poser une question, on est sur un assistant officiel et on est sur la dernière régulation qui est en vigueur. Et là, ça nous permet aussi d'assurer la qualité et de ne pas avoir, si on prend l'image, le docteur qui va aller chercher dans les archives, mais qui va passer son temps à faire ses opérations. Et c'est là où on va pouvoir utiliser au mieux nos ressources expertes. Donc voilà pour la partie RAG au sein de Bureau Veritas. Maintenant, la question, c'est quoi la suite? Là, on nous a présenté une masterclass sur le RAG de 2025. Mais de la même manière, nous, on est convaincus que l'utilisation via un assistant du RAG, c'est la partie visible de l'iceberg. Là où il y aura le plus de valeur, c'est via des calls API. Donc l'intégration des capacités RAG et GenAI dans nos process. Et donc on a mis en place l'API de Joule qui va nous permettre de prototyper des solutions et aussi de les mettre en prod pour vraiment venir capturer la valeur au sein de nos process. Une autre partie qui est très intéressante pour nous, tout ce qui va pouvoir améliorer la qualité, donc à la fois le guardrails ou le LLM Judge, comme ça a été présenté par Adrien, fait partie de nos étapes d'exploration en ce moment. Ensuite, le Graph Database, donc l'idée de représenter graphiquement avec les concepts haut niveau les corpus de texte. C'est un challenge du RAG. Lorsqu'on a trop de documents, on peut diluer l'information. Et donc, si le prompt et le contexte n'est pas suffisant, on va avoir des éléments de réponse qui sont moyens. Et on attend beaucoup de cette représentation différente de l'information au sein du corpus de texte pour améliorer la qualité des réponses. Et enfin, comme on l'a dit, 2025, c'est l'année de l'agentic. Et de la même manière, on est déjà sur le sujet. Et l'idée, c'est de pouvoir combiner les différents RAG et différents agents pour pouvoir apporter des réponses encore plus précises et plus spécifiques en fonction des demandes des utilisateurs. On est confiant sur le fait que cette technologie de Generative AI et le RAG va nous permettre justement de continuer à façonner ce monde de confiance, d'assurer une meilleure qualité dans nos services, un temps de réponse plus court. Et bien sûr, il y a toute la notion de progrès responsable qu'on essaie de pousser au sein de Bureau Veritas. Je remercie mes collègues, que j'appelle collègues de AWS, parce que c'est des partenaires qui nous ont beaucoup aidés sur toutes les phases de prototypage et d'accélération. Et j'ai aussi tous les membres de l'équipe qui ont travaillé sur Jules, cet assistant dans la salle. Donc, je suis très content de les avoir avec moi. Et ça sera tout pour moi. Merci beaucoup, Edouard. C'est super intéressant. Peut-être une rapide conclusion. On a essayé de décrire notre présentation au travers de finalement cette journée de la découverte des différents principes, des patterns, à comment les appliquer à l'échelle. C'était une présentation super inspirante de ce que vous avez fait chez Bureau Veritas, je pense en termes d'échelle d'utilisateur et d'échelle de use case. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des technologies qui sont quand même assez récentes, qui évoluent très très vite. Et sur lesquels finalement, quand on commence à se poser la question de la pertinence par rapport à certains use cases, il y a de la découverte, il y a de l'implémentation, du test, du POC. On va vouloir contrôler ce qu'on fait, le monitorer. Il y a beaucoup de sujets autour de l'observabilité aussi dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, qui est un vrai sujet important dans l'agentique et aussi dans le RAG. Et en fait, cette approche, vous allez la voir de manière continue dans une plateforme que vous êtes en train de construire.
Et je pense que ça a été très bien dit par Edouard. La spécificité aussi des approches par use case GenAI, c'est souvent, on voit les utilisateurs se saisir de la technologie et d'inventer avec cette technologie. Donc c'est hyper important dans vos déploiements, dans les projets que vous envisagez autour de l'AI génératif, de penser à comment vous allez offrir des bacs à sable à vos utilisateurs pour créer une nouvelle expérience, créer ce qui est pertinent pour eux dans leur travail et dans leur contexte. On voit que c'est vraiment un facteur clé. Et pour le coup, l'intelligence générative permet vraiment ces tests en direct, ce qui n'était pas le cas avec d'autres technologies. Il me reste à vous remercier, à vous recommander le workshop Bedrock, dans lequel il y a une section spécifique à Amazon Bedrock Knowledge Based. Elle est autonome, donc vous pouvez la faire pour voir voilà, ce qu'on offre par défaut et jouer avec les différentes technos. Et avant que vous ne filiez 2 informations, la première, un grand merci de répondre au questionnaire de satisfaction dans l'application AWS Event, et Ankar Pub, parce que c'est une start-up et que je m'occupe des start-up en France. Merci de revenir si vous le souhaitez pour la session qui suit, où vous apprendrez plus de choses sur le GraphRag. Merci beaucoup et une bonne fin de summit, une bonne fin d'après-midi.